veux vraiment, comme vous le savez, hein, un film, que ce soit une fiction ou un documentaire, ça ne se fait pas tout seul. Comme vous l'avez vu d'ailleurs ici, le montage est vraiment quelque chose de primordial. Et je tiens, je crois qu'il doit être là, hein, je tiens vraiment à saluer le monteur de ce documentaire qui est vraiment devenu d'ailleurs mon monteur attitré, Fabien Bouillot. Fabien Bouillot est là. C'est vraiment un film de montage. C'est vraiment un film de montage parce que j'ai commencé à filmer Gaïmadine en 98 jusqu'à quasiment aujourd'hui. Donc imaginez le nombre à la fois de rushs, mais de formats sur lesquels on a travaillé, de manière très ludique, comme vous avez pu le voir. Mais donc voilà, le montage est vraiment bien. Et je me tiens à nouveau aussi également à remercier mon producteur, mes producteurs, toute l'équipe de Brainworks qui peuvent se trouver aussi également dans la salle. Je vous remercie vraiment vivement d'avoir fait ça. Voilà. Je crois que le jeune homme bien connu de nos services a une question à poser. Ah oui. Je vais te passer le lien. T'inquiète pas. C'est tout le monde qui comprendra. Merci Fosco. Alors, tout d'abord, merci et bravo pour ce magnifique documentaire assez ludique pour découvrir un cinéaste pas facile d'accès, officiellement, qui donne envie de découvrir son univers. Alors, moi, j'avais une question, c'était combien de temps a duré le film dont tu as répondu depuis 98. Alors, ma première question, c'est quelle a été ta première rencontre cinématographiquement parlant avec Gaïmadine, et surtout, pour toi, en tant que spectateur et cinéphage, quel est pour toi ton film à titre personnel préféré, ou le film qui, pour toi, définit bien Gaï? Merci beaucoup. Et désolé pour les questions. Alors voilà, je remonte en moi, parce que je commence déjà à être un vétéran. Alors ma première en fait, si je me souviens bien, c'était tout simplement je remonte à loin, hein, j'ai fait partie à une époque de l'équipe de l'Étrange Festival, vous devez connaître. Et à cette époque-là, donc on visionnait tous les films qui pouvaient nous intéresser programme à l'Étrange Festival, et j'ai tout simplement eu l'occasion de visionner VHS, le Carrefour. Donc effectivement, c'était le premier film que j'ai vu de Gaïmadine, et donc un film de notre enthousiasme d'ailleurs, parce qu'on a plusieurs, on a tout de suite programmé, je crois qu'on était les premiers à programmer, en tout cas en France, à l'Étrange Festival. Alors mon film préféré, c'est compliqué parce qu'en fait, comme on l'a vu, même s'il y a parfois des films imparfaits de Gaïmadine, il y a toujours des images, des scènes totalement prodigieuses, totalement surréalistes. Donc maintenant, c'est à l'image du documentaire que j'ai fait, c'est-à-dire que je vois maintenant l'univers de Gaï comme ça, comme une espèce de corps, une espèce de golem cinématographique qui s'est nourri de toutes ces images qui viennent de courts-métrages, de longs-métrages, de ballets, qui pour moi ne font plus qu'un film maintenant. Donc c'est difficile maintenant d'en extirper un élément d'un film à part entière, mais s'il y en a un, peut-être que je dois citer, je citerai Dracula, tout simplement parce que c'est une véritable performance qu'il a fait. D'abord une adaptation, encore une fois, on parle de cette séance, une adaptation de Dracula en ballet, c'était quand même pas gagné. Éviter en plus de faire quelque chose qui soit assez, enfin voilà, de ballet classique, un peu pontifiant et autres. Alors c'est pas du tout le cas, c'est quelque chose d'extrêmement. Il est vraiment resté aux racines même du livre, hein, de Bram Stoker, et en y apportant toute cette mythologie vampirique à sa manière, on l'a vu, en fait, qui est d'une force, d'une élégance rarement possible. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans cette salle très sombre, très intimiste, très Gaïmadine? Et moi, je vais en poser une sur ton travail plus général en fait, de documentariste, même si je n'aime pas trop ce mot en fait, documentariste.
En fait, qu'est-ce qui fait en fait qu'un sujet passe avant un autre? C'est-à-dire que j'imagine que tu cours plusieurs lièvres à la fois. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis, bah tiens, là je m'attelle en fait à Gaël Badine et je vais porter le projet à bien et je vais faire en sorte que ce soit le premier en fait à sortir. Alors effectivement, c'est la grande question, parce que pourquoi on s'intéresse à un moment donné à un réalisateur plutôt qu'un autre? Alors bien évidemment, ça va de soi, enfin, c'est l'œuvre d'abord sur lequel on va s'attarder, c'est l'œuvre qui prime, c'est l'œuvre sur laquelle on a tous cette envie de jouer au passeur, de s'en saisir, et puis d'en communiquer, d'en faire passer en documentaire, de dévoiler ses arcanes. Mais il y a aussi une chose importante, c'est aussi le bonhomme, la personne, l'homme qui est derrière l'œuvre. Et vous savez, quand on fait un documentaire, on peut effectivement, documentaire sur le cinéma, ou l'artiste, quel qu'il soit, c'est que c'est un sujet. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vous accompagner, vous, en tant que spectateur, pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. C'est-à-dire que l'homme doit aussi être passionnant, au-delà de son cinéma qu'il aime. C'est-à-dire, voilà, moi je peux difficilement, par exemple, m'attarder sur un réalisateur autant, qui fait une œuvre qui m'intéresse au plus haut point, mais je sais que l'homme derrière ne sera pas un vrai sujet d'investigation. Simplement, voilà, vous avez vu l'exemple de Guy Medding, c'est un orateur, un conteur prodigieux avec un humour. Alors, pas tous comme ça, il colle vraiment au cinéma qu'il fait, mais je veux dire, même quand c'est un Michael Haneke, ou un Giannito, ou un Niké Takashi, ce sont des gens que je peux suivre un certain temps, qui vont me parler, qui vont aussi vivre leur cinéma physiquement, c'est important, hein, par l'image. Et voilà, donc ça c'est vrai que c'est un point clé pour moi aussi, c'est l'homme, voilà, que je vais l'homme, la femme, parce que j'ai fait un documentaire sur Asia Argento il y a quelques années, donc vous voyez, c'est des gens qui, comme je dis, vivent, sortent du cadre parfois. Mais c'est essentiel, c'est un critère essentiel pour moi, c'est ce qui va dégager à l'image. Est-ce que la situation inverse peut se poser, à savoir qu'il peut ne pas trop apprécier en fait l'œuvre de quelqu'un, mais l'homme, la femme est tellement passionnant ou passionnante derrière que tu as envie de t'engager dans un documentaire sur il ou elle? Moi, je venais de citer Asia Argento. Je ne sais toujours pas si c'est une très grande actrice en fait, ou une très grande réalisatrice, mais c'est clair que c'est un personnage à part entière et qui est vraiment un personnage cinématographique. Donc, je pense que oui, c'est dans ce cas présent, c'est un documentaire que j'ai fait en 2004. Et dans le cas présent, je pense que je me suis laissé importer par le personnage plus que ce qu'elle peut-être incarné véritablement en tant que réalisatrice ou actrice. Et justement, parmi toutes les personnalités que tu as pu rencontrer et suivre, quelle a été la plus difficile en fait? Ou à un moment tu t'es peut-être dit, je pense que j'arriverai pas au bout, ça va être trop long. Le fait est que je m'intéresse, ça c'est mon côté masochiste, je m'intéresse à des réalisateurs et des acteurs qui sont très difficiles d'accès. Pas forcément sur un rapport d'humeur ou de comportement, c'est juste que voilà, il faut que je les suive, et puis ils ne sont pas, la plupart du temps, autant ils peuvent être très généreux quand la caméra est braquée sur eux, mais il faut encore avoir la possibilité de braquer cette caméra sur eux. Et je prends l'exemple, par exemple, oui, peut-être le plus difficile pour moi, ça a été Christopher Doyle, le chef opérateur de Wong Kar-wai, mais qui est un type formidable, qui est justement de très grande générosité, qui est drôle, etc. Sauf que il faut arriver à le suivre. Et c'est vrai, voilà. Oui, en plus, voilà, c'est pas une réputation de c'est vrai, c'est aussi un grand alcoolique, etc. Voilà. Et d'arriver comme ça, pouvoir le coincer un jour à Hong Kong, un jour à Paris ou à New York, que 3 jours avant, pendant presque un mois, j'ai plus de nouvelles de lui, et puis je reçois un email ou SMS qui me dit je serai à Bangkok, rendez-vous à Bangkok demain, dans la banlieue de machin. Sur un avion. On arrive au petit matin, on s'aperçoit d'ailleurs qu'on n'a pas la véritable adresse. On rappelait un des producteurs, des coproducteurs japonais pour avoir. On arrive, il n'est pas là parce qu'il ne s'est pas réveillé, etc. Voilà, et encore une fois, c'est un type formidable, mais c'est vrai que ce sont des gens assez difficiles, en fait, des personnalités difficiles à saisir, à approcher dans le cadre d'un documentaire. Alors quand en plus on a réussi finalement à le faire, on est très content.
qu'il y a des questions? Non. Bonsoir et merci. Juste, j'aurais aimé savoir, vous avez l'air d'avoir fait pas mal de documentaires, rencontré pas mal de gens intéressants. Est-ce qu'il y a une personne qui reste encore sur laquelle vous aimeriez absolument faire un documentaire? Oui, c'est vrai qu'il y a. C'est toujours effectivement des affaires du moment. Pourquoi cette personne, à tel moment? Mais j'avoue que là, ça fait un petit temps que je cours derrière quelqu'un qui s'appelle Tilda Swinton. Forcément, très surpris, encore une excentrique. Même si après à Argento, je m'étais dit peut-être que les actrices, je vais peut-être arrêter. Mais non, là j'ai envie vraiment avec elle. Bon, voilà, on verra si ça peut se faire. C'est vrai que c'est, comme je vous disais, c'est pas simplement le travail qu'il y a derrière, c'est aussi des personnes vraiment pas. Où justement, je sais que ça va être une aventure. Parce que le principe, voilà, quand on suit, que ce soit un Guy Maddie, une Asia Argento, un Mickey Takahashi, c'est que c'est ça aussi qui est exaltant, c'est que Christopher Doyle surtout. C'est que je ne sais jamais ce qui va se passer le lendemain, ou voilà, vous avez des rencontres, etc. Donc, c'est ce que j'apprécie d'autant plus que, voilà, Fausto tout à l'heure avait du mal avec ce mot documentarisme, moi aussi, et avec l'idée du documentaire, je dirais que moi, vraiment en toute humilité, je ne me sens pas non plus à faire du documentaire, on va dire classique. J'aime, entre guillemets, flirter avec la fiction, c'est-à-dire avec l'imprévisible, des choses qui peuvent se passer aussi d'un instant, travailler cette matière cinématographique et autres, des personnages qui le sont aussi, qui sont cinématographiques proches. Donc voilà, donc c'est forcément des gens comme voilà, Tilda Swinton, c'est aussi partir vers aussi une grande aventure cinématographique, plus quelque part que documentaire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est que mes documentaires passent rarement en fait dans des festivals de documentaires, c'est ghetto, et qui sont plus généralement qui passent dans les festivals de cinéma comme le PIF, et je suis d'autant plus ravi en fait de côtoyer, enfin d'être là dans la programmation, que ce film côtoie des fictions, et c'est pas encore là non plus l'idée tiens je peux mesurer à la fiction, mais c'est que je pense que voilà elles sont là en continuum des œuvres fictionnelles et leur place dans ce cadre-là. Des questions? Donc tu disais que tu avais mis plus de 15 ans en fait, à faire ce film. Étant donné le nombre de documentaires que tu fais, j'imagine que ça est quelque chose d'assez exceptionnel que tu mettes autant de temps pour le portrait d'un réalisateur. Comment ça se fait que celui-ci ait mis plus de temps que les autres? Est-ce que c'était dès le départ, tu t'es dit celui-là je vais plus m'y attarder, ou est-ce que ça a été vraiment des grosses difficultés que tu as rencontrées pour le faire? Alors en fait, je tiens vraiment à préciser, ça c'est quelque chose d'important, c'est que oui, quand j'ai dit que j'ai commencé à filmer en 98, ça ne veut pas dire que j'ai passé 15 ans à faire ce documentaire. En fait, ce qui se passe, c'est souvent le cas, je vous l'ai dit, je suis plus si jeune, donc je suis un peu un vétéran. J'ai utilisé effectivement toutes les images, par exemple, qui sont incluses dans ce documentaire, sont des images que j'ai filmées moi-même, à l'exception de cette archive qui doit dater de 89, je ne sais plus très bien, vous savez qu'on voyait Guy Maddie très jeune, en short, en train de filmer. Je suis âgé, mais pas autant. Donc, voilà, donc ça là, c'est vraiment une vraie archive. Mais généralement, voilà, j'utilise des choses que j'ai filmées, mais attention, c'est un peu ma méthode. J'ai beaucoup travaillé, je continue d'ailleurs de travailler à la télévision, dans certaines émissions, dont Trax. Peut-être mes camarades de l'émission Trax sont là, donc ils connaissent un peu ma manière de fonctionner. Je leur vole des images que j'ai déjà tournées, parce que je suis un grand voleur. Enfin, je vole mes propres images, c'est particulier. Je travaille avec mes propres archives. Enfin, souvent, c'est comme ça, ces inflexions viennent de la possibilité d'avoir fait des reportages sur certains de ces réalisateurs, très longtemps à l'avance, qui m'intéressaient. Mais voilà, c'est une sorte de, comment expliquer ça, une sorte de flair, ou des gens que j'ai rencontrés une fois et que je continue régulièrement à rencontrer, parce que leur cinéma continue à me plaire, et je sans savoir exactement à un moment donné ou un autre si je vais faire un documentaire sur eux, mais je continue à alimenter ma banque d'images. Pour vous dire, par exemple, quand je fais Guy Maddie, je tourne 15 000 autres reportages, sujets, et surtout, je travaille en parallèle sur d'autres documentaires. Quand je suis, par exemple,
pour prendre un exemple concret, je me trouve à Hong Kong, je ne sais plus, en 2008, je suis en train de tourner ce fameux documentaire sur Christopher Doyle. Bon, il disparaît, comme je vous l'ai dit, bon, il reste 6 jours, pendant 6 jours, il disparaît à Hong Kong, on ne sait plus où il est. Bon, ben, je ne vais pas rester là, j'appelle par exemple mes camarades de Mitty Wainwright, la société de production de Giotto, on me demande, il doit tourner un film, forcément, Johnny en ce moment. Il dit oui, bien sûr, avec ça et ça, tu peux venir. Ah oui, bien sûr, tu peux amener ta caméra. Donc voilà, je me retrouve à filmer Johnito, ses acteurs, au même moment à Hong Kong. Et puis quand Christophe Doyle réapparaît, ben, je reviens, je tourne. Voilà, je fais comme ça. Et puis à un moment donné, c'est pareil avec Johnito, je vais avoir assez d'images, enfin, pour l'avoir suivi pendant des années, qui vont permettre, à un moment où je me dis, bon ben voilà, là c'est le moment d'abord de le faire. Et puis en plus, j'ai les images, j'ai les images qu'il me faut. Donc pendant cette période de 15 ans, j'ai dû faire une douzaine de documentaires. Voilà, je n'ai pas juste rivé, parce qu'on me dit exactement la même chose avec Michael Haneke, parce que mes premières images de Michael Haneke tournées datent aussi de 97 ou 98, donc je n'ai pas passé aussi 15 ans à suivre Michael Haneke, mais c'est vrai que je me retrouve à Cannes ou en Allemagne. Bon, là c'est encore particulier parce que je faisais aussi ces making-of. Mais tout ça pour vous dire, voilà, je suis un peu une espèce de machine à filmer comme ça où je sois, et j'accompagne pendant des années des gens auxquels je crois et qui m'inspirent. Il y en a où ça n'a pas du tout, ça s'est pas fini en documentaire, et puis d'autres où c'est devenu voilà, un documentaire. C'est une méthode que je vous conseille, si vous voulez vous lancer dans le documentaire ou en faites déjà, vraiment d'appliquer, parce que c'est ce qui est formidable avec la révolution numérique. Vous avez toujours une caméra avec vous. Si vous êtes un peu globe-trotteur, et vous commencez à avoir un petit peu vos réseaux et tout, c'est formidable. Moi j'adore ça. Alors après c'est particulier des fois, parce qu'effectivement de sauter de Miyazaki à Christopher Doyle à Haneke, on frôle la schizophrénie. Mais bon, c'est un système qu'on applique et puis voilà, qui j'espère marche. Alors justement, en parlant de personnalité éventuelle à suivre, Sonotion, ça t'intéresse? Oui, alors voilà, je vais radoter, hein, mais je vais dire c'est pareil, Sonotion. Je crois que la première interview que j'ai faite de lui, c'était en 2002. Hein, voilà, pour ceux qui connaissent, au moment où ça devait être d'ailleurs la première de Suicide Club au Festival de Rotterdam. Donc évidemment, à la suite, par exemple, de la vision de ce film à Rotterdam, voilà, tout de suite je saute sur ma caméra et je fais un long entretien avec Sonotion. Je pense même que je devais être le premier occidental à l'interviewer parce qu'il n'était pas sorti du Japon. Et c'est pareil, j'ai eu l'occasion de le revoir, de le refilmer à l'occasion, etc. Donc c'est un peu à la Christopher Doyle parce qu'ils ont le même réponse pour tout ce qui ressort des alcools. Il s'est calmé. Mais c'est amusant que tu me parles de ça parce que justement, je suis en train de faire la version courte, on va dire, je fais un reportage de Solutions qui est monté en ce moment même pour l'émission Trax. Voilà. Alors est-ce que ça va devenir après un documentaire? Pourquoi pas, sauf que ça va être encore compliqué pour trouver des fonds pour financer les solutions. Et pour revenir au documentaire sur Madine, il n'y a pas tous les extraits, y a-t-il eu des problèmes au niveau de certains films? Est-ce que les choix des extraits, ça a été bien réfléchi? C'est très bien que tu me tournes la perche parce que j'avais l'intention de faire venir auprès de moi Fabrice Leroy, qui doit se trouver encore là. Oui, non? Fabrice? Oui. Il arrive. Alors on l'applaudit vraiment parce que c'est Fabrice Leroy, le distributeur de films de Madine en France. Côté distribution, ils sont trois, et en fait, mine de rien, on se connaît depuis très longtemps, maintenant, on continue sur les grands anciens, 20 ans d'ailleurs, ça fait 20 ans qu'ils existent, ils distribuent des films et des auteurs qui ne sont pas faciles, pas simplement d'ailleurs Guy Madine, les frères Coué, c'est aussi grâce à eux, parce qu'ils sont aussi les représentants des frères Coué en France, édités, donc ça veut dire les présenter en salle et en DVD.
Et c'est pareil, tout à l'heure, j'avais oublié de faire venir sur scène parce que c'est vraiment grâce à ED que j'ai pu utiliser tous ces extraits de films, hein, parce qu'on fonctionne là vraiment sur des... Vous ne pouvez même pas imaginer les budgets d'un documentaire. Je ne vous dirai pas parce que c'est indécent. En fait, comme vous voyez, on peut même avoir des prix avec des documentaires de très 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 petit budget. Mais c'est grâce aussi à des gens vraiment investis, à des vrais militants, comme les gens d'OD, Fabrice. Et Fabrice, tu peux aussi nous signaler un événement autour de notre ami Guy Madine. Oui, je voulais surtout vous dire que Mission Interdite, son dernier film, qui a tourné notamment à Beaubourg, sortira le 16 décembre en salle. Et que Guy sera à Paris cette semaine. Et samedi, il y aura une avant-première avec lui à Beaubourg. Donc si vous voulez découvrir son film, si vous ne connaissez pas, si vous avez découvert. Ah voilà, vous en avez vu beaucoup d'extraits. Alors, ils sont signalés dans le doc sous le titre anglais, hein, The Forbidden Room. Donc là, c'est le titre français, La Chambre Interdite. En DVD, oui, ils sont tous en DVD. Ouais. Ils ont tous sortis en DVD. Et moi, j'en profite le 6 et le 7, le 5 et le 6, je ne sais plus, à la clé, ou Image d'ailleurs, je ne sais plus comment le cinéma s'appelle, à Sancier. Il y a un salon des éditeurs indépendants, et donc on sera là avec tous les DVD d'Imagine. En tout cas, encore merci, parce que ce documentaire, sans vous, il n'existerait pas. Vraiment. Ben, merci à toi. C'est vrai que qui ressemble beaucoup à la d'Imagine d'autres, d'être très malin et d'arriver à se dire comment je fais pour arriver à mes fins. Et c'était marrant de voir toutes ces interviews en effet depuis 20 ans et de souvenir de ces interviews. Et puis tu sais aussi que parfois tu n'as pas pu faire exactement ce que tu voulais pour le montage final, mais pour réussir à trouver une nouvelle idée pour arriver à la fin, faire quelque chose qui donne vraiment envie. Enfin, moi je connais Guy Madine, donc je ne peux pas dire vraiment envie de connaître Guy Madine, mais je pense que c'est le cas. Merci en tout cas, messieurs. Je suis désolé, mais on va devoir dans ce